Je vais partager avec vous une expérience unique, vous faire vivre, pas à pas, la création d'un tableau dans une succession de courtes vidéos commentées en audiovisuel. Le plus intéressant sera l'exécution en atelier selon un mode très proche d'un télétravail. Séance d'atelier en direct. Normalement, je suis plutôt un peintre d'extérieur depuis que je ne fais plus que du paysage. Avec une tendance impressionniste depuis toujours, mais en hiver, il ne m'est plus possible de planter mon chevalet de campagne sur le motif. Dehors par tous les temps. Mes doigts se paralysent dans le froid, et même ouvrir un tube de couleur devient douloureux. Donc, je m'enferme au chaud, devant mon chevalet d'atelier. Je vous invite à partager, de courts instants, avec moi en courte vidéo. Vous suivrez ainsi la progression de l'exécution d'une toile de A à Z. Cette toile sera une composition sur un motif d'exception, un paysage typiquement normand tel que l'on aimerait découvrir plus souvent. Un lieu merveilleux, un cadre historique et bucolique à la fois. Je connais très bien le site, j'en ai de nombreux documents, et je peux aller sur place pour tout vérifier. Et si j'ai un doute ou une hésitation en quelques minutes, je peux obtenir la précision pour continuer. Des anges gardiens veillent sur ce paysage. Comme je vous avais promis, depuis mon atelier d'hiver au cœur de Lisieux, je vais vous permettre de suivre régulièrement l'exécution d'un tableau à travers toutes ces différentes étapes de création. La toile que je vais utiliser est assez grande, 60 sur 81 cm, son format paysage est donc un 25p. La toile est en lin de qualité, 465 grammes au mètre carré. Ma technique au couteau et à la brosse exige une surface solide, pas molle comme les toiles en coton. Voici comment il faut tendre une toile sur son châssis. J'ai passé 2 couches supplémentaires d'enduit type gesso, au dioxyde de titane, blanc solide et très lumineux, remplace avantageusement les enduits à la colle et plâtre comme je fabriquais dans le temps. Les clés doivent être correctement posées et enfoncées. J'ai conservé l'habitude de faire des tracés régulateurs au crayon pour équilibrer ma composition, en travail d'extérieur je m'en passe. Comme j'utilise les formats standards français, dont les rapports sont établis selon des règles d'harmonie, il est bien de structurer la composition de sa toile selon ces mêmes règles de proportion. Avec une simple ficelle et un crayon, il suffit de reporter 4 fois les largeurs sur les longueurs et ainsi construire les carrés de base avec leur diagonale interne. Savoir que la diagonale d'un des carrés reportés donne la longueur de la toile. La position de l'horizon à hauteur des yeux du peintre est toute trouvée, comme l'horizon de perspective plus élevé. On peut aussi s'affranchir de ses obligations d'école d'art. Après le tracé des lignes directrices générales, je ne retiens que celles qui vont me guider en rapport avec le sujet de mon tableau. L'organisation de la surface de ma toile doit situer les éléments principaux de ma composition à leur place exacte. Ceci ne veut pas dire exactement à l'endroit précis tel qu'une photo le montrerait. Pourquoi ? Parce que le peintre n'est pas un copieur bête et discipliné, un artiste est un créateur de sensations. Il se doit d'imaginer ce qui est conforme à sa vision, au risque de modifier pour atteindre le mieux. La vérité doit s'effacer pour laisser la place à la sublimation. Si l'artiste se trompe, tant pis pour lui. La ligne d'horizon à hauteur du peintre définira la mare du premier plan, la ligne d'horizon haute, vision de l'espace, va soutenir le motif du manoir et situer en même temps les constructions latérales. La verticale de gauche place idéalement le clocher et celle de droite délimite la structure du colombier, ainsi l'équilibre et l'harmonie de l'ensemble sont correctement établis. Vous voyez le tracé rapide au fusain de la simple mise en place d'ensemble, j'ai préparé le dessin juste pour mieux vous expliquer. Le fusain est indélébile sur la couche d'enduit au gesso, il va rester tout le temps de la mise en place, mais il faut essuyer pour éviter de charbonner, de salir les couches de couleur par la suite. Un peintre doit travailler proprement. Le dessin avant de peindre n'est rien d'autre qu'une sorte de repère, pas une finalité.
Afin de ne pas perdre mes traits de fusain, je les reprends rapidement au pinceau à l'aide de rouge indien, oxyde de fer, très dilué à l'essence de térébenthine, rectifié pour ne pas poisser. Ceci va agir comme un tatouage, la couleur va pénétrer profondément dans la couche d'enduit et ne disparaîtra jamais. Souvent en extérieur, pour travailler plus vite, je commence uniquement par cette étape. Je vois 2 erreurs de proportion à rectifier. Il y a une étape importante avant de continuer, c'est la répartition des masses, des volumes, des valeurs. Le dessin n'est pas si important, cette répartition est la base qui va déterminer si la composition est correcte. Je précise que je vous explique la construction d'un paysage réel, que je veux harmonieux, et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Les masses et les volumes schématisés structurent l'espace, les valeurs schématisent les ombres et les lumières. Je me sers encore de cette couleur rouge de Mars que j'affectionne, plus ou moins diluée à la térébenthine, selon que je barbouille rapidement une masse, exemple un massif de feuillage, le toit de l'église, ou que je pose une valeur, exemple ombre ou lumière. Comme pour le dessin, cette couleur sera indélébile dans l'enduit absorbant, même dans l'hypothèse d'un décapage de la surface peinte ensuite, ce lavis primaire se retrouvera. L'autre raison de ce lavis, qui doit recouvrir la totalité de la toile blanche, sans pour autant en réduire la puissance de luminosité de transparence par la suite, et de permettre de mieux accorder les bonnes tonalités des différentes touches de peinture à l'huile qui vont venir se côtoyer ou se superposer. Sur une surface blanche, les rapports peuvent être faux ou exagérés, cas fréquent en peinture impressionniste sur le motif type pochade rapide. C'est aussi la première couche d'impression du support, le peintre doit, selon les termes d'atelier, nourrir sa toile, pour assurer la bonne tenue future de sa peinture. Cette étape de mise en place générale en camaïeu est pour moi, dans le style que je pratique réellement depuis plus de 60 ans, absolument primordiale. À tel titre que, lorsque je me lance dans une toile en extérieur et où je désire la terminer en une seule séance, c'est par cette étape que je commence directement. La seule vraie méthode pour fixer en moins d'une demi-heure tout l'essentiel, et surtout cette lumière qui bouge tout le temps, ce ciel qui change sans arrêt, cette mer qui ne reste pas en place, et parfois les personnages qui vont disparaître. Et c'est dans le feu de cette action que la création intervient vraiment pour déterminer ce que devra être la toile jusqu'à la dernière touche de couleur. Et chose très importante, pendant l'élaboration de ce camaïeu rouge, la structure du dessin se transforme en une sorte de relief qui accentue tout, et par là même exacerbe déjà les parties qui promettent de beaux résultats, mais aussi accentue horriblement les erreurs. Et c'est le moment qu'il faut choisir pour corriger, ensuite ce sera trop tard. Ce lavis rouge peut à loisir se gommer si nécessaire par un délavement à l'essence, rectifier un morceau malvenu, ou même à supprimer complètement un élément. Ceci est facilité par la fraîcheur de la peinture qui n'est pas sèche, le repentir en pleine pâte durcie engendre plus de difficultés. Pour les observateurs, je vous laisse découvrir les 2 importantes corrections que je viens de faire. Erreur d'appréciation que j'aurais évité si mon chevalet avait été planté en réalité sur place, mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout. La composition générale en camaïeu n'est en réalité que l'idée que je me fais de la toile lorsqu'elle devrait être achevée, elle va devenir maintenant un aide-mémoire et disparaître peu à peu. Souvent, comme ici, je jette rapidement quelques coups de pinceau en couleur diluée pour matérialiser les rapports des éléments entre eux. Sur une petite toile je m'en passe, mais ce 25p demande un peu de sagesse. Le pinceau rond ne sert qu'à la mise en place, désormais je vais utiliser alternativement le couteau et la brosse plate en soie de porc. La peinture à l'huile exige des outils permettant de travailler des couleurs en couches très minces, ou en demi-pâte, ou franchement en pâte et pour finir en RAW accentuant la franchise d'exécution. Une règle absolue en peinture à l'huile est de travailler en respectant le gras sur maigre. Pour faire simple, les couleurs épaisses chargées en huile se superposent sur les couches minces à l'essence. Principe d'enseignement, que l'habitude permet de transgresser. La technique à l'huile a cependant des exigences qu'un peintre doit connaître et respecter, et surtout savoir manipuler avec une sorte d'automatisme par expérience. A l'inverse, la peinture moderne peut se permettre d'ignorer tous ces conseils, l'absence de connaissances et de qualité professionnelle est plutôt un gage de réussite. Lorsque je travaille sur une toile, je ne termine jamais complètement un morceau pour ensuite passer à un autre et ainsi de suite.
Dans la pratique, je peins un peu partout à la fois pour revenir accorder les éléments entre eux. J'utilise soit des couleurs pures, soit des tons mélangés, pas plus de 2 ensembles pour ne pas faire de couleurs sales. Pour moi, s'amuser à trouver sur sa palette le ton exact et l'appliquer sur sa toile du premier coup est du style puzzle. Non, je préfère à l'aide d'un couteau appliquer plusieurs tonalités grossièrement et les retravailler ensuite sur la toile. Cette recherche d'harmonie me semble plus exaltante. Par contre, si je fais assez souvent des petits formats d'une seule séance, à l'aide presque unique d'un couteau à peindre, sur un grand format cela donnerait une lassitude de touche, puisque le couteau est un instrument barbare. Donc j'utilise en même temps des brosses plates. Ceci veut dire que des touches de couleur peuvent être alternativement faites à l'aide de ces différents outils, soit côte à côte soit en se superposant. Et c'est précisément pour cette raison que je pratique le frottis dans le frais, le demi-frais et le sec. Dans cette composition, je vous montre le travail du ciel dans sa première étape en demi-pâte dans le frais, au moment où la première couche commence à happer, c'est-à-dire à accepter la superposition. La brosse vient caresser la surface des touches brutes au couteau, afin de provoquer de nouvelles harmonies par mélange subtil ou par transparence. L'inverse est aussi très étonnant, vous verrez plus tard. Le ciel de ce tableau est recomposé à l'aide d'une ébauche précédente, que je voudrais faire correspondre avec l'impression que m'inspire le thème. Évidemment, il ne faut pas attendre de moi un joli ciel angélique uniformément bleu. Avant de continuer mes explications, il est peut-être bon de vous décrire ma palette de couleurs, au moins pour vous qui vous intéressez à ma peinture. Je ne me sers que d'une seule palette en bois, en atelier comme en extérieur. Vous allez comprendre que finalement pour composer cette toile je n'utilise qu'une gamme de couleurs relativement réduite. Je sélectionne très sévèrement les pigments dont je connais la composition et la solidité dans le temps. Blanc de titane, bleu outremer foncé, bleu de cobalt, vert émeraude, vert oxyde de chrome, brun vandyck, ocre pâle, ocre d'ombre, ocre d'or, jaune cadmium clair, jaune cadmium moyen, violet de cobalt, rouge indien. À ces couleurs à l'huile de 3 fabricants différents, pour raison de choix de qualité, j'ajoute un agglutinant supplémentaire pour les équilibrer et faciliter l'homogénéité des mélanges et leur cicativité uniforme. Cet agglutinant, que je compose, est à base d'huile cicative, de résine d'urcopale, de cire et de silice. Je vous parlerai plus tard des glacis. Je mélange toujours mes couleurs, sur ma palette, à l'aide du couteau, ceci permet de donner une meilleure onctuosité à la pâte et d'obtenir des tons propres, exempts de toutes ces impuretés si souvent habituelles aux peintres. Jamais de visiteurs dans mon atelier lorsque je travaille, par contre en extérieur j'y suis habitué. Ceci ne me dérange pas, sauf incivilité évidemment. Ce qui m'étonne toujours est de voir les réactions très intéressantes des enfants. À l'opposé des commentaires souvent bizarres des adultes qui ne comprennent jamais où je veux en venir finalement. Il est vrai que de me voir ainsi barbouiller ma toile, en apparence n'importe comment, est troublant pour un esprit évolué. Il n'est pas simple de se projeter dans l'avenir. Pour le moment je patauge, si j'ose dire, dans le fond de la mare, simple réponse de ton par rapport au ciel. Vous vous doutez bien que je ne peins pas comme dans un film de Charlot. Même si je travaille avec assez de rapidité, il n'empêche que je réfléchis à chaque coup de couteau ou de brosse. Pour le moment ça avance pas trop mal, les couleurs sont encore très vives mais les frottis qui vont s'enchaîner vont avoir 2 objectifs. Tout d'abord faire passer les détails dans le fond, c'est un peu délicat, il s'agit d'estomper les contours pour les fondre plus ou moins dans l'arrière-plan. Ensuite, séance après séance, je reprends les tonalités les unes par rapport aux autres, le plus souvent, comme vous avez déjà vu par frottis, parfois par recouvrement si ce n'est pas juste. Ce travail d'ailleurs se poursuivra jusqu'à la fin. Les premières masses de verdure commencent à apparaître. Pour le moment nous sommes toujours dans ce que l'on nomme un travail en demi-pâte, pas trop d'épaisseur, les frottis égalisent d'ailleurs les reliefs inutiles. Cette petite église est typique du Moyen-Âge normand, sa construction d'origine daterait du XIIe au XIIIe siècle, complétée par d'autres périodes de modification jusqu'au XVIIIe siècle.
Sa situation dans la cour du manoir est curieuse et plus étonnante est une petite porte qui permettait au seigneur de ce lieu de sortir de son manoir pour se rendre directement à la messe en entrant par le chœur. Comme presque dans tous les villages, cette église est fermée. Elle ne sert que pour les occasions exceptionnelles de la vie du village, et j'adore, lorsque je passe quelque temps sur place, entendre sonner l'Angélus. Juste une petite vidéo pour faire le point sur l'état de mon travail. L'église est bien avancée, il reste le mur côté cour à finir, cette vidéo explique l'anomalie précédente. Le ciel est presque achevé, un ajustement de luminosité sera à voir quand les arbres se découperont dessus. Le colombier n'est pas trop malvenu, un rosier pousse sur le mur, ce sera pour plus tard. Je précise que je ne dessine pas chaque brique, bien évidemment, le but est de mettre les taches de couleur en place. Ce colombier date de 1743, inscription sur la charpente et le linteau de la porte basse. Une grande partie des boulins en terre est encore en place, la toiture avait beaucoup souffert, mais le propriétaire actuel se dévoue à sa conservation et sa restauration, comme pour le mur ceinturé pour retenir sa dislocation. Une grande opposition avec les bâtiments historiques à l'état d'abandon comme je peux le constater près de chez moi. Les couleurs à l'huile, contrairement à l'acrylique qui sèche très rapidement, demandent plusieurs jours sinon plusieurs semaines pour commencer à durcir, les couleurs à l'huile ne séchant pas en réalité, elles durcissent par oxygénation. Ceci explique que pour travailler, comme vous voyez, des détails en superposition sur une surface qui ne doit pas être dérangée ni mélangée avec les nouvelles couches, il faut respecter un temps de prise assez long, plusieurs semaines souvent. Lorsque je peins des arbres, des branches et des feuillages, je ne m'amuse pas à dessiner toutes les feuilles, vous avez compris. Les branches principales seules sont matérialisées pour donner la silhouette, ensuite le feuillage est traité en taches de couleur. Je me sers alternativement d'une brosse ou d'un couteau selon l'expression que je désire donner à un arbre. Ici j'ai préféré ne pas charger en masse volumineuse, mais plutôt en gardant de la légèreté. Vous remarquerez que je reste sur la base de mon ébauche en camailleux, dont j'ai gardé la mémoire. C'est le moment de me jeter à l'eau, si j'ose dire. La grande mare qui se trouve au premier plan est une partie aussi importante que le ciel, ces deux éléments encadrent et positionnent le paysage dans l'espace. Peindre de l'eau est souvent plus difficile qu'un ciel. Même si le paysage, que je peins en ce moment, est, par son réalisme et toute son histoire, traité de manière très figurative, il n'empêche que je reste fidèle à ma tendance impressionniste. Alors, je reviens, comme toujours, reprendre l'enseignement des leçons d'il y a très longtemps, du temps où, à Chatou, des grands peintres savaient me transmettre leurs connaissances. Oh bien sûr, maintenant pour moi c'est devenu un automatisme. N'empêche que, devant cette mare pleine de grenouilles, je me retrouve en pensée aux côtés de Claude Monet et d'Auguste Renoir, lorsqu'ensemble ils peignaient la Seine à la Grenouillère près de Chatou, justement. En impressionnisme, pour peindre l'eau, il faut fragmenter ses touches, les coups de brosse plate sont posés horizontalement, dans le cas d'une eau calme. Les tons doivent être assez purs, et, au début, simplement juxtaposés en tenant compte des reflets que je désire souligner. Lorsque la totalité de la surface est ainsi distribuée, en me référant aux étapes précédentes, je reprends, toujours horizontalement, les taches de couleur que j'allonge, que je refragmente, que je fonds. Pour ça j'utilise un couteau dont la lame a été très légèrement recourbée, ceci me permet d'effleurer les premières touches en pleine pâte, et de retravailler à la manière d'un frottis dans le frais, c'est assez subtil et ne laisse pas place à l'improvisation. Ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que mes gestes sont vifs, ici la vidéo est en vitesse réelle, que je fais n'importe quoi. Je suis dans mon atelier, soit mais je travaille ma toile exactement comme je le fais habituellement. En effet, en extérieur, dès que l'on doit s'attaquer à une partie du sujet dont la couleur et la luminosité peuvent changer rapidement, c'est précisément le cas de l'eau et du ciel. Il ne faut pas lambiner, il faut travailler rapidement, sans hésiter, pour noter tout de suite les premières impressions, les premières sensations. Et par la suite, rien n'interdit de corriger une erreur. D'ailleurs la technique de la peinture à l'huile permet les reprises en frottis et en glacis.
J'ai rangé mes pinceaux, mes brosses et mes couteaux, non sans les avoir consciencieusement nettoyés. C'est le signal de la fin. Enfin, presque. Des frottis et des glacis sont venus modifier des tons, modifier des valeurs, modifier des détails, c'est logique dans la technique de la peinture à l'huile. Cette dernière vidéo, réalisée en lumière naturelle, vous montre les rehauts en pleine pâte, ce qui ne veut pas dire épaisseur de croûte infâme. D'ailleurs, pour comprendre la différence qui existe entre des couleurs appliquées à la brosse ou au couteau, il suffit de regarder les dernières toiles de Rembrandt et celles de Courbet, qui utilisaient un couteau à palette pour accentuer les touches faites à la brosse. L'aspect de l'ensemble prend du caractère, et il faut remarquer que la surface lissée au couteau donne de la profondeur, alors que la surface striée à la brosse donne de la luminosité, simple loi physique. Une remarque concernant l'éclairage. En extérieur, le peintre est confronté à une multitude de problèmes de changement de la lumière. J'utilise couramment une ombrelle spéciale si la luminosité est trop violente. En atelier, le vrai souci est d'obtenir une lumière constante aussi proche que possible de la lumière naturelle. J'ai donc installé 2 grands plafonniers à LED, type lumière du jour, j'obtiens ainsi un bon éclairage astral complété par ma porte-fenêtre plein nord. Comme je l'ai déjà expliqué, je terminerai vraiment cette toile par une confrontation en réel sur site, j'attends les beaux jours pour cela. Cette composition, qui est en fait une commande des propriétaires de cet endroit magnifique, devait représenter la magie de la couleur et de la lumière telle qu'un peintre impressionniste aurait ressenti en y plantant son chevalet. Mais par souci de perfection, j'ai respecté l'ensemble dans un travail assez précis tout en restant spontané. Le véritable achèvement du tableau n'interviendra que plus tard, dans un an peut-être, lorsque l'huile se sera suffisamment durcie. À ce moment-là seulement je procéderai à un lustrage à la cire de Carnauba dont l'action redonnera toute la profondeur et l'éclat aux couleurs, et surtout uniformisera l'aspect de la peinture dans une sorte de velouté soyeux sans être mat, et en évitant ces désagréables reflets de vernis brillant. L'adjonction de résine copal, tout au long du travail, me permet d'assurer une cicativité régulière et uniforme, d'éviter au maximum les embûts, sorte de parties ternes difficiles à rectifier, et au final ne m'oblige pas à vernir, ce qui le plus souvent déstabilise les intentions du peintre dans ses accords de luminosité. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier Dominique et Joël qui m'ont donné l'occasion de me lancer dans l'exécution de cette toile. Une aventure enrichissante pleine d'émotions et de sincérité. D'émotions car en ce lieu vivent des êtres qui me sont chers. Sincérité, parce que j'ai voulu vraiment ne pas dénaturer ce décor si sublime, même si je l'ai réinventé à distance, je suis certain de l'avoir respecté. D'un commun accord, je n'ai fait figurer dans cette composition aucun personnage, pas plus que des animaux. Je me suis concentré uniquement sur l'impression dégagée par les bâtiments noyés dans la verdure. Il ne s'agissait pas de faire une vue genre carte postale ou dépliant touristique, pas davantage de faire un tableau de scène campagnarde. Bien évidemment, ce n'est pas une image sur écran qui peut vous donner la meilleure vision d'une peinture, il faut la voir en réel sous les yeux et même effleurer sa surface du bout des doigts, mettre le nez dessus et reculer. Mais je sais, et je m'en réjouis, que le nombre de ces privilégiés sera restreint, cette toile restera dans la famille qui habite cette demeure, et qui depuis des générations veille jalousement sur son avenir.